Une dernière fois, qui c'est qui est là? Participant. Irène. Hop. Je pense que tu peux y aller, Agathe. Parfait. Donc, Ah, bonjour à donc, tous. pareil. N'oubliez pas de tous couper vos micros, s'il vous plaît. Encore une fois, donc, bon, c'est une conf réservé à usage interne d'émergence. Comme d'habitude, pour toutes les conférences, si vous avez des questions en cours de la conférence, n'hésitez surtout pas à m'interrompre, ça ne me dérange absolument pas, ou à reposer vos questions à la fin. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. On va surtout dans cette conférence parler des moyens diagnostiques et comment mettre en évidence un épanchement pleural et comment caractériser un épanchement pleural. On verra quelques prises en charge particulières pour certains types d'épanchements pleuraux, mais pas tout, parce qu'il y en a qui ont des prises en charge très variées en fonction des causes plus spécifiques. Donc, si à la fin, vous avez des questions sur des épanchements pleuraux qu'on n'aurait pas nécessairement évoqués, vraiment, n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc, aujourd'hui, on va parler des épanchements pleuraux. Comme l'a dit Julie, c'est quand même une cause de consultation assez fréquente en médecine vétérinaire d'urgence. Donc, c'est très important de savoir le reconnaître et surtout savoir quoi faire face à un épanchement pleural. Donc, on va faire un mini peu de physiopathe, encore une fois, comme chaque conférence. C'est vraiment tout, ça va être assez court. C'est des choses qu'on a déjà vues dans d'autres conférences, notamment sur le pyothorax finalement. Donc, globalement, la cavité pleurale, donc c'est vraiment l'espace qui est délimité, qui se retrouve entre les poumons et la cavité thoracique, qui va être entouré de sa plèvre pariétale et de sa plèvre viscérale. Donc, la séparation de la cavité pleurale, elle est faite par le médiastin. Il y a plusieurs controverses, mais on s'accorde quand même à dire qu'il existe des fenestrations qui autorisent le passage à la fois d'air et de liquide comment dire, de la droite vers la gauche, pardon. Et inversement, évidemment. Il y aura toujours une petite quantité de fluide présente de manière physiologique dans votre cavité pleurale. Et c'est absolument normal. Ça va servir à la lubrification des poumons et ça va minimiser l'effet de friction pendant la respiration. Que ce soit la production ou l'absorption de ce liquide pleural, c'est vraiment un phénomène qui continue, qui est dynamique, qui va être contrôlé à la fois par le drainage lymphatique, mais notamment par les forces de Starling qui régissent un petit peu tous ces échanges. Globalement, on a vraiment un équilibre qui se fait entre à la fois la pression hydrostatique, donc qui, elle, régit un petit peu tout ce qui va être la transdation de fluide en dehors des capillaires sanguins, et la pression osmotique colloïdale, qui, elle, a plus pour but de retenir les fluides dans les vaisseaux sanguins. On a vraiment un équilibre entre ces deux pressions-là, et si on a un déséquilibre, on va avoir transudation de fluide dans la cavité pleurale. Globalement, oui, je suis désolée parce que c'est un copier-coller. Donc, c'est pas la formation d'astique, mais c'est la formation d'épanchement pleural, évidemment, qui va être secondaire. Donc, soit une augmentation de notre pression hydrostatique, donc les fluides vont avoir tendance à transuder plus facilement en dehors de nos capillaires sanguins, ou alors une diminution de la pression oncotique colloïdale, donc les fluides vont être beaucoup moins retenus et vont à ce moment-là s'accumuler dans la cavité pleurale. On peut également avoir une augmentation de la perméabilité de nos capillaires, notamment en cas d'inflammation, en cas de traumatisme. On peut avoir une atteinte directe de l'intégrité de nos vaisseaux, encore une fois dans des cas de traumatisme, ou alors dans les cas de néoplasie, on peut avoir des obstructions, des inflammations qui vont provoquer une fuite de nos fluides. Très court, voilà, c'était juste pour faire un petit rappel. Il y a toujours une petite quantité d'épanchement dans la cavité pleurale, c'est complètement normal, mais c'est quand cette quantité devient trop importante que vous pouvez de toute façon la voir et qu'elle cause des signes cliniques, que là, en effet, elle est complètement pathologique et anormale. Ça va nécessiter, encore une fois, une prise en charge très rigoureuse. On va voir un petit peu ensemble dans quel ordre on procède à tout ça. Globalement, les premières informations, bon, je ne l'ai pas noté, mais pour moi, ça me paraît assez évident quand on a un animal en dyspnée dû à la présence d'épanchement pleural. On le verra par la suite, mais la première chose à faire, évidemment, c'est de le stabiliser. Par contre, que vous soyez à domicile, donc sur la route, où vous savez que vous avez une consultation pour un animal en dyspnée, vous pouvez déjà commencer à réfléchir dans votre tête en fonction des informations que vous avez sur notamment la race et l'âge, à faire une première dichotomie en fonction de certains types de différentiels. Et en clinique, c'est pareil. Quand l'animal arrive, on le met sous oxygène, mais on peut déjà commencer un petit peu à réfléchir. Globalement, tous les animaux de race, notamment les chats, notamment les Maine Coon par exemple, les Bengales, on va penser à des maladies cardiaques qui peuvent être responsables d'épanchement pleural chez le chat. Des chats de race, encore une fois, ou des animaux de
plus ou moins en collectivité, d'association ou autre, on va penser peut-être plus à la PIF. Un patient âgé, on va se dire, bon, allez, lui, il est cardiaque, la tumeur, la PIF, c'est des choses qui vont être un petit peu plus dans notre liste de différentiels. Un patient très jeune a plus de risques d'avoir une PIF ou un pyothorax, par exemple. Une fois que vous allez discuter avec les propriétaires, c'est aussi important d'avoir une anamnèse extrêmement précise. Un traumatisme récent va vous faire penser plutôt à un hémothorax. Je ne l'ai pas noté parce que c'est extrêmement rare. Je ne dirais pas que ça n'arrive jamais parce que c'est décrit, mais on peut avoir des urothorax. Voilà, on n'en parlera pas nécessairement, mais il faut imaginer que dans un traumatisme dans lequel vous avez une hernie abdominale et une rupture de votre vessie, votre urine, évidemment, peut passer dans votre thorax. C'est extrêmement rare, hein. Dans les cas de trauma, c'est plutôt des hémothorax. Si l'animal a une maladie cardiaque connue, notamment le chat, évidemment, on va penser à une cause cardiaque. Encore une fois, si dans votre anamnèse, c'est un jeune chat qui dernièrement a eu des petits signes un petit peu des voies respiratoires supérieures et que là, vraiment, ça descend au niveau des voies respiratoires inférieures, on va peut-être plutôt penser à un pyothorax. Voilà, toutes ces choses-là, déjà, ça vous permet de faire une première dichotomie et d'essayer déjà un petit peu dans votre tête à trier vos différentes hypothèses pour orienter un petit peu votre prise en charge et vos examens diagnostiques. Dans tous les cas, quand on a un animal avec de l'épanchement pleural, ce que vous allez pouvoir voir au niveau de votre examen physique, au niveau pulmonaire, évidemment, vous allez avoir une dyspnée qui est expiratoire le plus souvent parce qu'on est au niveau de nos voies respiratoires inférieures ou mixtes, qui est souvent assez restrictive. Chez les chats, on a une position assez, comment dire, assez caractéristique. Vous allez surtout avoir une diminution, voire une absence de vos bruits respiratoires, plutôt vraiment au niveau ventral. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des bruits respiratoires anormaux en partie dorsale. Si par exemple votre épanchement s'associe à de l'œdème, dans le cas d'une maladie cardiaque chez le chat, bah, vous pouvez très bien avoir une absence de vos bruits respiratoires ventralement à cause de votre épanchement pleural, mais la présence de crépitement au niveau de votre auscultation très dorsale à cause de l'œdème sur les poumons qui ne sont pas baignés dans votre épanchement. Au niveau de votre auscultation cardiaque, ça va être important de déterminer si vous avez un souffle ou non. C'est pas toujours facile, hein, l'auscultation cardiaque avec des épanchements pleuraux, parce qu'en effet, encore une fois, votre auscultation va être un petit peu assourdie. Vous pouvez également noter la présence d'arythmie, la présence d'un galop, par exemple. Ça va être important. Si votre animal le tolère uniquement, la prise de température, ça peut vraiment causer un stress important chez votre patient qui pourrait dégrader sa respiration. Donc, uniquement si votre animal le tolère, on peut prendre la température. Une hypothermie, par exemple, va plutôt être significative d'une maladie cardiaque avec défaut de perfusion ou d'un sepsis. Une hyperthermie va plus être en faveur de quelque chose d'infectieux ou d'inflammatoire ou une néoplasie maligne. Également important de vérifier le score corporel de votre animal. Si on voit un vieil animal qui est très cachectique, on va peut-être plutôt penser à quelque chose de néoplasique. Et regardez également, c'est important, si votre animal présente une distension abdominale concomitante ou un signe du flot concomitant, parce qu'en effet, une effusion bicavitaire chez un animal, c'est plutôt significatif. Alors, c'est plutôt témoin, pardon, chez un chien ou un chat d'une manière générale d'une néoplasie ou chez le chat d'une PIF. Donc, c'est vraiment important de le savoir et ça va également faire partie aussi de vos moyens diagnostiques. Quoi qu'il en soit, comme on l'a dit, à partir du moment où vous avez un animal avec un épanchement pleural qui présente une dyspnée, la prise en charge, elle commence toujours par la stabilisation. Vous avez un animal qui a une partie de ses poumons atteints, qui a une très mauvaise oxygénation, il va avoir besoin d'oxygénothérapie. Donc, c'est des animaux qu'on place immédiatement sous oxygène, en clinique, dans une cage à oxygène, à domicile, si l'animal le tolère avec un masque, mais ça peut générer un stress encore plus important. Donc, sinon, on essaye juste au moins de mettre le flow-by assez proche de l'animal. C'est des animaux qu'on ne va pas hésiter à sédater pour justement les calmer et diminuer donc sa sédation et calme, hein, les 2 ont le même but, ça va être de réduire leur demande en oxygène. Plus ce sont des animaux qui paniquent, qui stressent, qui s'agitent, plus leur demande en oxygène va être élevée. Or, c'est des animaux qui ont vraiment eu un défaut d'oxygénation, donc ça va aggraver votre condition. C'est des animaux qui peuvent vraiment décompenser, voire décéder rapidement. Donc, on les laisse vraiment au calme. En clinique, on met voilà, alors, il faut quand même qu'on puisse les voir, mais évidemment, on essaye, par exemple, d'éteindre les lumières, d'être le plus calme possible dans la salle de soins. Et en sédation, généralement, notre première ligne, ça reste quand même le butorphanol à 0,2 à 0,3 mg kilo par voie intraveineuse si vous avez un accès veineux ou par voie intramusculaire. Et vous pouvez également utiliser le midazolam à 0,2 mg kilo IM.
Et si vous le pouvez, encore une fois, si votre animal le tolère et si ça ne génère pas un stress trop important pour lui, avoir une voie veineuse de manière assez rapide, c'est aussi très, très bien. Si votre animal est en dyspnée sévère et que de mettre un cathéter, c'est vraiment un stress qui pourrait le dégrader, on oublie. On le laisse dans l'oxygène, on lui donne son butorphanol, on attend une demi-heure, trois quarts d'heure pour voir si c'est un petit peu calmé et qu'on est capable de mettre une voie veineuse ou pas. C'est vraiment pas fondamental. C'est mieux si on l'a, mais il faut toujours peser un petit peu notre balance risque-bénéfice. Si on pense que ça va dégrader notre animal, on ne le met pas. Et ensuite, on investigue. Donc là, pour le moment, ce qu'on a face à nous, c'est un animal en dyspnée qui est sous oxygène, qui est un petit peu calmé, pour lequel on a donné une petite sédation, pour lequel on suspecte un épanchement pleural. Donc maintenant, le tout, ça va être de le confirmer. Généralement, votre examen clinique, s'il est rigoureux, permet quand même de le diagnostiquer parce que si par exemple vous avez un animal qui va être rempli de ligne B, donc qui va avoir de l'eau dans les poumons, donc soit de l'œdème, soit une pneumonie, soit des contusions, par exemple, suite à un traumatisme, vous n'allez pas avoir d'assourdissement de vos bruits respiratoires en portion ventrale. Donc, si vous avez un assourdissement de vos bruits respiratoires, c'est quand même plutôt en faveur d'un épanchement pleural. Donc, normalement, votre examen clinique permet de le diagnostiquer. Pour autant, c'est toujours mieux de le confirmer. Donc, à domicile, si vous avez un échographe, c'est parfait pour le confirmer. En clinique, vous avez un échographe, donc c'est très facile de le confirmer. Donc, avec une TIFAST qui va vous permettre de mettre en évidence votre épanchement pleural, ça va également vous permettre d'évaluer la quantité, également l'écogénicité de votre fluide. Et généralement, par exemple, dans des cas de pyothorax, vous allez avoir un fluide qui va souvent être assez écogène, assez granuleux, dans lesquels vous allez avoir des filaments de fibrine. Vous pouvez également parfois voir des masses intrathoraciques ou des corps étrangers. C'est pas facile, mais parfois ça se voit. Vous pouvez également, avec votre TIFAST, mettre en évidence un éventuel épanchement péricardique associé, notamment dans les cas de maladies cardiaques chez le chien, hein, ou pour lesquels on sait qu'ils vont avoir tendance à présenter de l'épanchement péricardique et de l'épanchement pleural, à l'inverse du chien qui, lui, a tendance à ne faire que de l'œdème pulmonaire. Et vous pouvez faire un petit check rapide du cœur. Éventuellement, si vous êtes à l'aise, un petit ratio AG sur AO. Pas besoin de le mesurer, quelque chose de très subjectif. Ça vous permet déjà de faire une première dichotomie également. Ça, je vous dirais que c'est le meilleur moyen de confirmer la présence d'épanchement pleural en urgence sur un animal instable. On l'a déjà discuté plein de fois, vous savez que c'est un petit peu mon combat. Oui, on peut faire des radiographies, mais c'est extrêmement discutable parce qu'on ne fera jamais, jamais, jamais de radiographie sur un animal instable. D'autant plus que, de un, votre échographie vous donne toutes ces informations. L'échographie se fait au chevet du patient, dans sa cage à oxygène, sans stress, on le laisse en sternal. D'autre part, votre radiographie, oui, vous allez voir de l'épanchement pleural, c'est tout ce que ça va vous dire. C'est-à-dire que pour moi, les radiographies sont beaucoup plus intéressantes post-thoracosynthèse pour éventuellement rechercher une cause secondaire. Mais à l'admission, elles ont très très peu d'intérêt parce que d'une part, votre épanchement va juste tout masquer, alors que de par votre examen physique et votre échographie, normalement, vous avez diagnostiqué votre épanchement. Et parce que c'est quelque chose d'extrêmement stressant et des animaux qui malheureusement décèdent en radiographie, ça arrive et ça arrivera. Donc vraiment, les radiographies, pour moi, elles sont très, très discutables. Et si on doit faire des radiographies, je préfère vraiment qu'on les fasse post-thoracosynthèse, une fois de un, que notre animal est stabilisé, et de deux, ça va vraiment plus nous aider de ne plus avoir ce liquide-là pour éventuellement chercher une petite cause secondaire à la présence de notre épanchement. Et puis pour te couper vite fait, Agathe, pour ceux qui sont à domicile, vous avez en plus accès à l'échographie maintenant. Donc, c'est vraiment Exactement. le best exam. Voilà. Ouais, exactement. L'échographie, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire en clinique et à domicile. Encore une fois, normalement, votre anamnèse et votre examen physique vous permet quand même de le suspecter de manière très fortement. Mais oui, l'échographie, c'est absolument parfait, c'est sans stress. Pas besoin de mettre l'animal sur le côté, on le laisse en sternal, on met un peu d'alcool, on vient un petit peu se loger avec notre échographe, plutôt en partie thoracique, ventrale, et normalement, vous voyez votre épanchement pleural. Une fois que vous avez votre épanchement pleural qui a été diagnostiqué, la prochaine étape, ça va être la thoracosynthèse. D'une part, ça va soulager votre patient de venir retirer cet épanchement et d'autre part, c'est une étape fondamentale à votre diagnostic. Vous ne pouvez pas conclure un diagnostic uniquement sur la présence d'épanchement pleural. Il faut quand même l'analyser pour un petit peu voir si c'est un exudat, un transudat modifié ou autre et pouvoir avoir un diagnostic. Donc, votre thoracosynthèse, généralement, on la fait sur un animal en décubitus sternal. On lui laisse l'oxygène sous le nez si jamais ça ne le stresse pas trop. On rase, on prépare notre zone de manière aseptique. Donc, on vient quand même désinfecter alcool, chlorhexidine ou bétadine, comme vous voulez, mais il faut vraiment que ce soit une zone propre.
Vous pouvez repérer la zone d'intérêt à l'aide de votre échographe. Généralement, c'est entre le 7e et le 8e espace intercostal, mais vraiment, repérez juste où vous avez votre petite piscine. Vous gardez en tête cette petite zone et ça ira très bien. On vient ponctionner idéalement donc, entre deux côtes, mais crânialement à la côte pour aller éviter tout ce qui va être les vaisseaux et les nerfs qui passent donc caudalement à votre côte. Vous pouvez utiliser alors une petite aiguille bleue ou même chez les chats un petit épidjet. Faites attention, c'est vrai que si c'est un piothorax, avec l'épidjet, ça va être un petit peu décevant parce que c'est un liquide qui va être très épais et facilement et pas nécessairement facilement ponctionnable. Un prolongateur 3 voies, une petite seringue et on retire notre liquide. On en garde sur tube sec et EDTA pour analyse. La question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'on fait ça vigile ou sous sédation? Ça va vraiment dépendre du tempérament de votre animal. Il y a des animaux pour lesquels butor uniquement, ça suffit à faire une thoracosynthèse. Parfois, butor midazolam, ça suffit. Ça m'est déjà arrivé de devoir les sédater, ça m'arrive assez régulièrement d'ailleurs, de devoir les sédater de manière un petit peu plus importante. La sédation que je trouve la plus sécuritaire personnellement, c'est vrai que si on peut l'éviter, on aime, mais c'est le propofol que je donne vraiment à effet des toutes petites doses. J'ai pas besoin d'une dose pour pouvoir induire pour une chirurgie. Je donne de 0,5 en 0,5 mg kilo et généralement avec 0,5 ou 1 mg kilo, c'est amplement suffisant pour pouvoir rendre mon animal chill pour qu'il tolère bien la thoracosynthèse. Éventuellement, vous pouvez également faire une toute petite tracante de lidocaïne à l'endroit où vous allez ponctionner pour avoir une petite anesthésie locale et qu'il la tolère encore mieux. Mais voilà, si vraiment vous avez besoin de choisir un sédatif un petit peu plus puissant que butorphanol plus ou moins midazolam, personnellement, c'est vraiment le propofol que je préfère. C'est déjà arrivé des animaux qui sont extrêmement agressifs et intouchables. Dans ces cas-là, on a vraiment besoin de faire une sédation beaucoup plus profonde. On n'a pas nécessairement de voie veineuse. Donc, dans ces cas-là, j'associe souvent butorphanol, donc 0,3 mg kg, midazolam 0,2 mg kg avec de l'alfaxan par voie intramusculaire, pardon. 1 à 2 mg kg selon l'agressivité de mon patient. Ce qui va être très important, ça va être de communiquer avec les propriétaires en leur mentionnant que malheureusement, vu l'agressivité du patient, on n'a pas le choix, mais c'est vrai que ça comporte toujours un risque. Je préfère ça au gaz. Je trouve que quand on met des animaux, notamment, d'autant plus à domicile, vous ne pouvez pas les gazer. Donc, je trouve que l'association butan-midazolam, alfaxan à domicile sur un animal sur lequel vous n'avez pas nécessairement de voie veineuse, c'est vraiment parfait. En clinique, vraiment, même si on a l'isoflurane, je déteste mettre un animal dans une cage à isoflurane. Je trouve qu'on a un très mauvais suivi des animaux qui décompensent beaucoup plus rapidement. Donc, préférez vraiment une anesthésie que vous contrôlez avec des doses que vous contrôlez. Propofol, voie veineuse ou alfaxan, voie intramusculaire. Une fois que vous avez votre requis, votre épanchement, le tout, ça va être de l'analyser. Donc, généralement, on va reconnaître 3 catégories principales d'épanchement et la chyle qui est un petit peu à part, transudat pur, modifié ou des exudats. Généralement, un transudat pur, c'est très clair, c'est incolore, c'est de l'eau de roche. Au réfractomètre, vous avez très, très peu de protéines. C'est un liquide qui est très peu cellulaire. Chez le chat, c'est assez rare, autre que dans des insuffisances cardiaques congestives. Autrement, d'autres causes de transudat pur au niveau thoracique, ça va être des hypoalbuminémies ou des surcharges volumiques. Donc ça, c'est plutôt sur des patients, par exemple, qui seraient hospitalisés, pour lesquels on a eu une petite surcharge de fluide, ça pourrait causer un transudat pur au niveau thoracique. Au niveau de des transudats modifiés maintenant, c'est des liquides qui peuvent être un petit peu jaunâtres, un petit peu séro-hémorragiques, qui vont être un petit peu plus riches en protéines, entre 25 à 35 grammes par litre de protéines, qui vont être moyennement cellulaires. À nouveau, on peut quand même avoir une insuffisance cardiaque congestive avec un transudat modifié. C'est beaucoup moins fréquent, mais ça peut arriver. Des penchements plutôt néoplasiques et la PIF. Alors, la PIF, elle peut être soit un transudat modifié, soit un exudat. En fait, ça va être difficile pour nous en clinique de réellement faire cette vraie différence. Parce que la PIF, c'est un liquide qui va être très, très riche c'est un épanchement qui va être très riche en protéines. Donc, parfois, vous pouvez vraiment avoir des taux de protéines totales très élevés. Donc, on a envie de le classer dans la case des exudats. Par contre, c'est souvent un liquide qui est très peu cellulaire. Donc, c'est plutôt un transdat modifié. Fait que je vous dirais que la PIF est un petit peu entre les deux. Si vous me dites qu'il y a un transdat modifié, donc c'est une PIF, enfin, et j'ai fait d'autres analyses et c'est une PIF ou ah bah là j'ai un chat avec un exudat, j'ai fait mes autres analyses donc c'est une PIF, voilà, c'est OK. Et donc les exudats généralement c'est des épanchements qui vont être beaucoup beaucoup plus turbides, qui vont être très 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 riches en protéines avec des taux de protéines totales qui vont dépasser les 25 à 30 grammes par litre, qui vont être très cellulaires. Généralement c'est la caractéristique d'un piothorax ou de certaines néoplasies.
Et enfin, la chyle, c'est un peu difficile de le classer parce qu'en fait, au niveau de vos protéines totales, vous allez souvent avoir des valeurs qui vont être très, très variables parce que vous avez vraiment des interférences de lecture dues à votre lipémie. Donc, c'est très difficile de le placer dans une des catégories, mais c'est un liquide, on va le voir, ça se reconnaît assez facilement. C'est très laiteux, c'est un milkshake vanille ou vanille fraise. Généralement, juste à l'aspect macroscopique, vous savez votre diagnostic, même si c'est important de faire vos tests pour le confirmer, mais c'est un liquide qui est quand même très, 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 très caractéristique. Les causes de chylothorax, ça va être tout ce qui va être obstruction lymphatique, lymphangectasie, maladie cardiaque, parce qu'une maladie cardiaque peut venir comprimer vos vaisseaux lymphatiques, et notamment votre cisterne de Schill, et néoplasique. On va voir un petit peu là précisément des tests qu'on peut faire supplémentaires pour essayer de confirmer la nature de votre épanchement. Généralement, avec votre anamnèse, votre examen physique et déjà cette première analyse de votre épanchement, vous pouvez déjà avoir plus ou moins un diagnostic, mais si vous avez des doutes, c'est toujours important de le confirmer avec des tests plus précis. La chyle, comme on l'a dit, donc vous le voyez ici, hein, c'est vraiment un petit milkshake vanille fraise. C'est un liquide qui est assez caractéristique. C'est quelque chose de très laiteux en règle générale. La caractéristique de la chyle, alors ça malheureusement c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire à domicile, mais l'aspect normalement vous oriente quand même en clinique. Et maintenant vous avez accès à des plaquettes unitaires pour l'AIDEX pour pouvoir doser notamment les triglycérides. C'est un liquide qui va être très très riche, c'est un épanchement qui va être très très riche en triglycérides, donc supérieur à 100 mg par décilitre. IDEX vous donne des valeurs en grammes par litre, donc ça va être une valeur supérieure à 1 gramme par litre. Et vous avez des triglycérides d'effusion qui sont généralement 2 fois supérieurs à vos triglycérides sanguines. Si vous dosez également le cholestérol, vous pouvez faire un ratio avec vos triglycérides et vos cholestérols, mais en règle générale, juste la concentration en triglycérides de votre liquide d'épanchement et la comparaison avec les triglycérides de votre patient sont amplement suffisantes pour diagnostiquer un chylothorax. À la cytologie, vous allez généralement avoir des petits lymphocytes et des macrophages, comme vous voyez sur les photos, avec des petites inclusions lipidiques et des petites gouttes lipidiques en fond de frottis qui sont très, très caractéristiques de la chyle. Donc ça, c'est très important de le faire. Généralement, sur votre patient, un KEM17. Dans le KEM17, vous avez les triglycérides et vous avez, comme je disais, les plaquettes unitaires des triglycérides pour votre liquide d'épanchement. Mais voilà, vraiment, si vous avez un liquide, alors lui, il est un petit peu plus milkshake vanille fraise, mais un milkshake à la vanille, c'est assez caractéristique du Chili. Il y a peu d'autres épanchements qui ont cet aspect macroscopique. Donc même à domicile, vous pouvez vraiment très, très fortement le suspecter, voire ouais, c'est vrai que le diagnostiquer sans faire les analyses, c'est toujours un petit peu touchy, mais vraiment très fortement le suspecter avec l'aspect macroscopique de votre épanchement. Encore une fois, une thoracosynthèse, ça peut vraiment se faire à domicile. Et d'ailleurs, même si certains ne sont pas nécessairement équipés d'échographes, que vous avez un doute sur la présence d'épanchement, généralement, si vous mettez entre le septième et le huitième espace intercostal et que vous venez ponctionner, vous n'avez pas de risque, surtout avec un petit épijet, de faire des lésions importantes. Donc, si vous le suspectez, c'est très important de venir le ponctionner. Un autre épanchement, c'est mon préféré, les épanchements septiques. Vous avez un aspect macroscopique qui est très suggestif, hein. Généralement, ça prend un peu toutes les couleurs, jaunâtre, marronâtre, verdâtre, des couleurs un peu de pu, pas très fun. Vous avez souvent une odeur qui est caractéristique. Attention, l'absence d'odeur ne veut pas dire que c'est pas un épanchement septique. Il y a des épanchements septiques qui n'ont pas nécessairement d'odeur, mais en règle générale, vous avez quand même une odeur assez caractéristique. Ce qui va vous permettre de confirmer que c'est un épanchement septique, c'est avec la mesure de vos lactates dans l'effusion, qui sont généralement 2 fois supérieurs à vos lactates sanguins. En règle générale, dans votre effusion, c'est high, dans votre sang, c'est, je sais pas, entre 3 et 4. Et votre glycémie de l'effusion qui va être inférieure à votre glycémie sanguine. En règle générale, votre glycémie d'effusion est quand même low. Votre gold standard, ce qui par contre va vous permettre de confirmer et de dire c'est un épanchement septique, c'est un pyothorax, j'en suis sûre, hors de tout doute, c'est votre cytologie dans laquelle vous allez voir la présence de nombreuses bactéries et il faut qu'elles soient intracellulaires. Vous pouvez toujours avoir des bactéries en fond de frottis, sauf que si vous ne voyez aucune bactérie intracellulaire, vous ne pouvez pas affirmer que c'est un épanchement septique parce que de la contamination, ça existe. Donc, il faut absolument que vos bactéries soient comme sur ces images intracellulaires. Donc, ici, c'est assez joli. On les voit vraiment très, très bien dans le cytoplasme ici de nos neutrophiles. Et ici, vous en voyez ici intracellulaire à cet endroit, intracellulaire à cet endroit. Donc, vraiment, il faut absolument voir des bactéries intracellulaires. C'est très, très joli à la cytologie et c'est fondamental.
Et juste pour insister un peu, faites-le vraiment à domicile. Vous pouvez faire la glycémie et les lactates sur les. Donc, vous Oui, donnez- complètement. Ça, glycémie lactate, moi, dès que j'ai un épanchement, j'utilise jamais Aidex là, pour glycémie lactate. C'est quelque chose que je fais avec les analyseurs. Pardon? Ah, ok. C'est quelque chose que je fais avec les petits analyseurs. Donc, en effet, à domicile, c'est très facilement réalisable. Déjà, l'aspect macroscopique va être assez suggestif. Si vous avez un lactate élevé, une glycémie basse, même si vous n'avez pas de microscope, encore une fois, vous pouvez dire que c'est un épanchement qui est très en faveur d'un épanchement septique. Vous ne pourrez jamais dire réellement c'est un pyothorax parce qu'en effet, il faudrait qu'on voit des bactéries, mais vous pouvez dire que c'est extrêmement en faveur d'un épanchement septique et tout de suite mettre en place un début de prise en charge adapté avant de référer pour la suite des soins. Donc oui, ça, c'est des choses qui sont extrêmement réalisables facilement à domicile. Parlons un peu de la PIF. Bon, la PIF, c'est un épanchement, tout le monde le sait, hein, qui va être généralement jaune, épais, visqueux. C'est un épanchement, comme on l'a dit, qui est très peu cellulaire, mais qui est très, très riche en protéines. Un épanchement jaune, visqueux, avec des protéines totales supérieures à 30-35 grammes par litre, doit être très évocateur de la PIF. À la cyto, vous allez voir quelques neutrophiles et macrophages. Vous pouvez faire éventuellement un test de Rivalta. Alors, à domicile, c'est un peu compliqué. En clinique, c'est faisable. Euh, je vous avoue que personnellement, je le fais jamais, mais c'est quelque chose qui est vraiment décrit pour pouvoir le faire. Donc avec une sensibilité de 91%, donc qui est vraiment pas mal du tout. Donc ça se fait avec de l'eau distillée, de l'acide acétique. Vous mélangez les deux. Une fois que vous avez votre mélange, vous rajoutez sur le dessus de votre mélange de votre épanchement. On considère que le test est positif si votre épanchement reste à la surface puis va vraiment couler très très lentement. Ça fait une petite méduse à l'envers. À l'inverse, on considère que votre test est négatif si votre épanchement disparaît, qu'il n'y a pas de méduse et que la solution reste translucide. Donc, honnêtement, généralement, la PIF, la grosse frustration de la PIF, c'est que on va dire que notre diagnostic de certitude, généralement, c'est de la nécropsie. Donc, on essaye de la suspecter fortement quand j'ai un jeune chat avec un épanchement jaune visqueux très, très cellulaire et que éventuellement j'ai des modifications à mon bilan sanguin. Généralement, on parle de PIF. Bon, pour tout ce qui va être épanchement néoplasique, il n'y a pas nécessairement de test biochimique particulier. Toujours important quand même de les faire, hein, parce que par exemple, si vos lactates sont normaux, votre glycémie est normale, et parce que vous avez un doute, bah là justement, vous pouvez vous dire, bon, c'est pas un pyothorax, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Et ce qui va être très intéressant pour vos épanchements néoplasiques, ça va surtout être votre cytologie, hein. Vous pouvez avoir des cellules polymorphiques, polynucléées, des images de mitose, des choses comme ça qui vont être assez caractéristiques de votre néoplasie. C'est peu cellulaire pour la PIF, excuse-moi. Ouais, c'est peu cellulaire. Si j'ai dit très cellulaire, je me suis trompée. C'est un liquide qui est peu cellulaire. C'est très riche en protéines, mais peu cellulaire. Et le dernier type d'épanchement que vous pouvez retrouver, c'est des hémothorax. Alors, il faut toujours faire attention quand vous avez un épanchement séro-hémorragique. Si vous avez le moindre doute, mesurez votre hématocrite. Et encore une fois, vous pouvez le faire avec les petits lecteurs de mesure rapide, notamment même ceux qu'on utilise à domicile, hein, c'est de ceux-là dont je parle. Parce que pour pouvoir vous dire que c'est un hémothorax, il faut que votre hématocrite soit mesurable. Généralement, il faut que à minimum, ce soit 25 à 50% de votre hématocrite du patient. Si l'hématocrite du patient, c'est 40%, il faut qu'à minimum, l'hématocrite de votre épanchement soit de 10% pour pouvoir dire qu'en effet, c'est un hémothorax. Sinon, c'est un épanchement sérosanguinolent, mais on ne parle pas d'hémothorax. Donc, il faut vraiment que vous ayez un épanchement hémorragique. La seule limite, je vous dirais, c'est que les appareils qu'on utilise à domicile, parfois, sont un petit peu, comment dire, ont une sensibilité ou plutôt une mesure, enfin le lot. Malheureusement, parfois on peut avoir l'eau, est-ce que c'est 2% ou est-ce que c'est 12%? Donc parfois ça peut être ça qui peut être un petit peu frustrant, mais il faut absolument que vous ayez un hématocrite mesurable. Sinon c'est vraiment séro-hémorragique. Le plus facile, c'est vraiment à la rigueur de même centrifuger si vous êtes en clinique votre tube. Si quand vous le centrifugez, vous avez un micro-calot avec quelques cellules sanguines, c'est que c'était pas un hémothorax, hein. Donc il faut vraiment, vraiment avoir un hématocrite mesurable. Les exemples les plus fréquents d'hémothorax chez nos animaux de compagnie, ça va être dans des cas de traumatisme, d'intoxication au rodenticide ou de néoplasie. Donc là, on a un petit peu vu, voilà, comment dire, quelle est la présentation clinique de notre animal avec de l'épanchement pleural, la stabilisation initiale.
un petit peu la dichotomie des différents types d'épanchements et des tests un petit peu plus spécifiques en fonction de nos épanchements. Une fois qu'on a fait tout ça, en règle générale, on a quand même une bonne idée de ce qui se passe chez notre patient. On va pouvoir utiliser d'autres analyses et d'autres examens complémentaires pour un petit peu plus nous aiguiller si un petit doute persiste. On peut notamment réaliser en clinique une numération et une biochimie, notamment dans les cas de pyothorax, ça va être très important. À la numération, ce que vous allez voir généralement, vous pouvez avoir des petites anémies, mais c'est surtout une leucocytose neutrophilique qui va être assez importante, ou à l'inverse, une neutropénie si votre animal est septique de son pyothorax. Si vous avez encore un doute sur est-ce que c'est vraiment est-ce que mon épanchement, par exemple, chez mon chat est dû à une maladie cardiaque ou est-ce que c'est une hypoalbuminémie? Ben, faites votre biochimie. Si votre albumine est normale, il n'y a aucune raison de penser que ça puisse être une hypoalbuminémie. Vous pouvez également coupler ça avec un SNAP pro-BNP. Si votre SNAP pro-BNP est anormal, à ce moment-là, on est plutôt en faveur d'une maladie cardiaque. Juste pour rappel, un SNAP pro-BNP normal ne permet pas d'exclure une maladie cardiaque chez le chat. Quand vous avez par exemple un hémothorax dont vous ne connaissez pas l'origine, faites vos temps de coagulation. Pour rappel, dans les intoxications au rodenticide, notre PT va être augmenté en premier, notre PTT va également être augmenté par la suite. Si vos temps de coagulation sont normaux, on exclut quand même d'une intoxication au rodenticide. Et enfin, pour des causes un petit peu plus, notamment des néoplasies et des chylothorax, pour pouvoir avoir la cause primaire qui est responsable de votre néoplasie ou votre chylothorax, on peut avoir besoin d'imagerie avancée, notamment des scanners ou des échocardiographies par spécialiste pour aller voir si une maladie cardiaque est présente et pourrait expliquer notre chylothorax, par exemple. Donc ça, c'est des choses que nous, on ne peut pas faire, ni à domicile, ni en clinique, mais que c'est important de le savoir pour pouvoir communiquer avec les propriétaires sur les tests qu'il va idéalement falloir faire dans un second temps. Donc là, on a vu un peu pas mal notre prise en charge et normalement, avec tout ça, vous devez quand même avoir votre diagnostic ou caractériser votre épanchement. Le diagnostic de la cause précise, encore une fois, hein, si par exemple c'est un chilo, il faut aller faire des examens plus poussés. Si c'est une néoplasie, pareil. Si c'est un pyothorax, vous pouvez confirmer que c'est un pyothorax, mais quelle est l'origine primaire du pyothorax, c'est pas nécessairement toujours facile de pouvoir donner ces réponses-là. Mais au moins, vous savez quelle est la nature de votre liquide et vous pouvez adapter votre prise en charge en fonction. Comme je vous disais, on ne va pas nécessairement revoir toutes les prises en charge, elles sont pas mal variables. On va en voir trois qui nécessitent des prises en charge quand même un petit peu plus particulières. Mais si vous avez des questions sur les autres types d'épanchements, avec plaisir, on y répond par la suite. Donc, la prise en charge médicale, évidemment, dépend de la nature et de la cause de votre épanchement. Typiquement, c'est pas parce qu'il y a un épanchement qu'il faut mettre des diurétiques, par exemple. Si votre épanchement n'est pas cardiaque, ça ne sert absolument à rien à part déshydrater votre patient. Donc, vraiment, c'est important d'avoir une prise en charge adaptée et ciblée. On commence par les pyothorax, qui est encore une fois ma maladie préférée. Pose de drain thoracique, on va le voir après. La prise en charge d'un pyothorax, évidemment, ça va être donc le drainage de votre pus. Soit vous faites des thoracosynthèses répétées. Si vous êtes à l'aise, idéalement, poser des drains thoraciques vont pas. Ça va être l'idéal, ça va permettre de venir vidanger le thorax de manière très fréquente et de pouvoir faire des lavages thoraciques également au besoin. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec la pose de drain thoracique, c'est absolument OK. Et faire des thoracosynthèses répétées pour les premières 24 heures, le temps de référer le patient dans une structure adaptée par la suite, c'est OK. Au niveau des traitements, ce qui va être très important, c'est que vous mettiez le plus rapidement possible une antibiothérapie large spectre avec une couverture aérobe et anaérobe. Et ensuite, on va réduire le spectre de notre antibiothérapie une fois réception des résultats de la culture. Donc, ce qui est important quand vous prenez votre épanchement et que vous suspectez ou que vous confirmez un pyothorax, c'est de tout de suite prendre de l'épanchement et de le mettre dans un milieu de culture pour faire une bactério par la suite. Généralement, quand on parle d'antibiothérapie large spectre, vous allez pouvoir me taper sur les doigts si vous voulez, mais personnellement, j'utilise l'association ampicilline et j'ai un trou. C'est pas de l'an. Et marbofloxacine, parce que je trouve que on a un spectre très large et quand j'ai des animaux comme ça qui ont des pyothorax ou des abdomens septiques ou des sepsis, je suis assez agressive avec mon antibiothérapie. Vous pouvez également tout à fait utiliser l'association ampicilline et métronidazole. La seule chose, c'est qu'en MUV, en tout cas en région parisienne, nous n'avons toujours pas accès au métronidazole intraveineux. Raison pour laquelle je vais utiliser le marbofloxacine. À partir du moment où on aurait du métronidazole intraveineux, j'arrêterai peut-être d'utiliser la marbofloxacine, mais vraiment, mettez une couverture antibiotique large, c'est très très important et on va réduire notre spectre après réception de nos résultats.
C'est des animaux qui sont quand même assez inconfortables. D'une part, les drains, si vous en mettez, sont un petit peu inconfortables. Et vos thoracosynthèses à répétition peut également les rendre un petit peu inconfortables. Donc, n'hésitez pas à utiliser des opioïdes par voie intraveineuse, de la méthadone ou de la buprenorphine. De la buprenorphine, honnêtement, ça suffit amplement. Et c'est des animaux qui, une fois stabilisés, donc si j'ai pas d'anomalie à mon bilan sanguin, que mon urée, ma créate est normale, que mon animal est normovolémique, c'est un animal pour lequel je ne vais pas hésiter à utiliser les AINS, notamment du métacam. Donc là, j'ai la dose chez le chat, pardon, à 0,05 mg kilo, 0,1 mg kilo chez le chien. Généralement, par contre, mon métacam, je retarde sa mise en place. Je ne le mets pas en place à l'admission, je le mets généralement dans les 12 à 24 heures post-admission, une fois que je suis sûre que mon patient est stabilisé et qu'il est normo-hydraté, normovolémique et que j'ai aucun risque, notamment pour ma fonction rénale. Donc ça, c'est une prise en charge que vous pouvez faire très très facilement, que ce soit encore une fois à domicile ou en clinique. Si à domicile, vous avez un épanchement, que vous le drainez, que vous prenez un échantillon, que ça ressemble à du pu, que les lactates sont très élevés, que la glycémie est basse, tout de suite, vous pouvez mettre en place une antibiothérapie. Tout de suite, vous pouvez mettre en place un analgésique. Si votre animal est suffisamment coopératif et que vous avez une voie veineuse, n'hésitez pas à utiliser un antibiotique par voie veineuse. Sinon, vous pouvez mettre du clavobé en première intention, puis en clinique, on complétera. Mais au moins, commencez tout de suite à initier votre antibiothérapie, c'est très important. Et ensuite, selon la cause, mais ça, c'est pareil, c'est des choses que nous, à notre échelle, que ce soit dans les MUV, on n'est pas capable de mettre en place, mais c'est toujours important pour la communication avec les propriétaires, c'est que souvent, un scan et une chirurgie peuvent être nécessaires, surtout chez le chien. Le chat répond très très bien au traitement médical. Généralement, on a quand même 60 à 70% de succès de notre traitement médical, sans nécessairement avoir besoin de chirurgie. Chez les chiens, généralement notre traitement médical est beaucoup plus décevant, parce que chez le chien, c'est souvent dû à des migrations de corps étrangers notamment, qui peuvent vraiment créer des abcès pour lesquels on a vraiment besoin d'aller en chirurgie. Donc c'est pareil, ça va être très important d'en parler à votre propriétaire, parce que d'une part, votre prise en charge initiale, elle est quand même assez coûteuse pour le propriétaire, et faut qu'il soit prêt à poursuivre les soins au besoin et à s'impliquer davantage dans des soins un petit peu plus lourds. Donc la communication est très très importante à ce niveau-là. Si on a un épanchement qui est dû à une insuffisance cardiaque congestive, donc ça, c'est plutôt une maladie du chat, hein. Encore une fois, les chiens vont généralement faire de l'œdème pulmonaire avec une insuffisance cardiaque gauche. Vous verrez très, très peu d'épanchement pleural dû à une insuffisance cardiaque gauche chez le chien. Par contre, vous allez pouvoir avoir de l'épanchement abdominal en cas d'insuffisance cardiaque droite, évidemment. Mais chez le chat, par contre, vous pouvez vraiment avoir de l'épanchement pleural et péricardique secondaire à une maladie cardiaque. Ce qui va être important, bon, ça va être évidemment de contrôler vos valeurs rénales pour un petit peu vous aiguiller et savoir un petit peu, comment dire, notamment pour l'utilisation de vos diurétiques. Et donc là, en effet, c'est le furosémide qui va être votre traitement de première ligne. Généralement, on essaye vraiment de ne pas dépasser 6 à 8 mg kilo sur les premières 24 heures. En règle générale, je mets 1 à 2 mg kilo IV et je me laisse une petite marge en me disant si vraiment l'état de mon animal se dégrade, j'ai une petite extra dose que je peux donner entre deux doses prévues. Mais généralement, si vous commencez à dépasser les 8 mg kilo, vos reins vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à le tolérer. On le fait généralement en injection isolée, mais vous pouvez également le faire en perfusion continue en clinique si votre animal en a besoin. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez très facilement faire à domicile. Si vous avez un chat qui est cardiaque pour lequel vous suspectez ou non un épanchement, donnez du furosémide. Une dose de 1 à 2 mg kilo et du butorphanol avant de le référer en clinique, c'est absolument parfait. Et pour le coup, là, c'est votre échocardiographie qui va vous donner, oui, qui va vous donner votre diagnostic de certitude. Et oui, une thoracosynthèse, oh, pardon, c'est évidemment recommandé pour le soulager et retirer en effet Hem et retirer en effet, l'épanchement. Le butorphanol se fait aussi en CRI. Le problème des CRI de butorphanol, c'est que vous avez une beaucoup plus grande accoutumance de votre butorphanol, ce qui fait que au bout d'un certain temps, votre, animal ne répondra plus au butorphanol. Mais oui, ça se donne en CRI. C'est un petit peu moins fréquent qu'on ait besoin de le donner en CRI, mais ça se fait aussi, complètement. Donc la seule chose, c'est ça, c'est de vous dire: «Faites quand même attention parce que, au bout d'un certain temps, votre animal pourrait ne plus répondre au butorphanol». Et oui, même s'il est déshydraté, c'est vrai que c'est pas l'idéal, mais malheureusement, vous avez absolument besoin de votre diurétique pour venir, comment dire?
drainer votre épanchement ou drainer votre œdème. C'est ça qui va vous aider. Fait que généralement, oui, moi, je donne quand même du furosémide, 1 à 2 mg kilo, mais vraiment pas plus. Ça m'est déjà arrivé d'arriver sur des cas en me disant, oh, il était très dyspnéique, j'ai tapé fort, j'ai donné 6 mg kilo d'un coup. Ça, par contre, vraiment, vraiment, on évite. On y va vraiment avec des beaucoup plus petites doses, que ce soit chez le chien et le chat. D'une manière générale, je ne dépasserai pas les 6 à 8 mg kilo. Et la dernière prise en charge un petit peu plus spécifique dont je voulais vous parler, c'était les hémothorax dus à des intoxications rodenticides, parce qu'on en voit. Pour rappel, généralement, si vos animaux sont cliniques de votre intoxication rodenticide, c'est que l'ingestion, pardon, elle a eu lieu dans les 48 à 72 dernières heures, parce que vos temps de coagulation, notamment votre PT, qui va être le premier à être touché par vos intoxications rodenticides, il y a quand même une réserve, hein, dans l'organisme. Donc, c'est au bout des premières 48 heures qu'on a une diminution, une augmentation, pardon, de notre PT au niveau de notre temps de coagulation, et que notre animal peut commencer à accumuler du sang dans ses cavités. Donc, généralement, si c'est un animal qui vous vient avec des signes de choc hypovolémique dus à ces hémorragies, donc tachycardie, hypotension, on commence par notre réanimation liquidienne, donc avec des bolus. Et alors, je sais que beaucoup, c'est des choses qui reviennent, c'est: ah, mais s'il est anémie, est-ce que je donne quand même un bolus? Est-ce que je risque pas d'encore plus diluer? Votre animal, à partir du moment où il est en choc, il a besoin d'un remplissage vasculaire. Donc oui, même s'il est anémie, on va lui donner des bolus, on va faire attention en effet, mais on va lui donner un bolus parce on a besoin de résoudre les signes de choc. Donc généralement, les bolus chez les chiens, c'est 10 mg kilo de saline isotonique que vous pouvez répéter 3 fois. Chez le chat, c'est plutôt 5 ml, pardon, pas milligrammes, 5 ml par kilo sur 10 à 15 minutes que vous pouvez répéter 3 fois également. Si après ça, votre animal est toujours hypovolémique, ou si justement vous voulez éviter de donner trop de bolus d'isotonique à cause de son anémie, vous pouvez utiliser l'hypertonique, entre 3 à 5 ml par kilo. Et ensuite, une fluidothérapie selon ses besoins. On se souvient, les intoxications rodenticides, ce qui va les traiter, c'est votre vitamine K que vous pouvez donner, donc 2,5 mg kilo bid ou 5 mg kilo CID, idéalement par voie intraveineuse. Vous pouvez le faire en sous-cutané, mais attention au saignement au site d'injection. Donc, on fait une bonne compression et un relais par voie orale par la suite. Et selon votre animal, enfin, selon l'état de votre patient, ce qui va être important, c'est de savoir reconnaître si votre animal a besoin de transfusion ou non, parce que ça peut vraiment arriver, notamment soit des transfusions de plasma qui va être riche en vecteurs de coagulation, ou des transfusions de concentré de globules rouges si votre animal est très anémique. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas encore faire en clinique non plus, mais c'est très important de le reconnaître parce que vous pouvez être amené à devoir référer votre patient après stabilisation pour qu'il ait des soins le plus adaptés à ses besoins. Oui, ça pique, s'occute. C'est pour ça, si vous avez une voie veineuse, faites-le par voie intraveineuse, c'est beaucoup mieux. Donc, en conclusion, vraiment, tout liquide présent doit être analysé. Encore une fois, des fois, quand on arrive en clinique, il y a de l'épanchement, je l'ai prélevé, mais je ne l'ai pas analysé. Ça ne doit pas arriver. Vous devez absolument analyser votre épanchement. C'est ce qui va vous aider au diagnostic. C'est ce qui va vous aider à mettre en place une prise en charge médicale adaptée. Donc, vraiment, vraiment, analyser tout liquide que vous retirez d'un patient. C'est extrêmement important. Ça permet de nous orienter sur une cause possible. Avec nos résultats, quand on confronte le tout à nos résultats de laboratoire, ça nous permet d'avoir un diagnostic et de mettre en place une prise en charge qui va être vraiment adaptée selon la cause. Si vous n'analysez pas votre épanchement, vous pouvez très facilement confondre une hypoalbe avec un épanchement. Non, là, c'est un très mauvais exemple. En tout cas, si vous n'analysez pas vos épanchements, vous pouvez très facilement vous tromper de diagnostic et mettre en place une prise en charge qui n'est pas du tout adaptée à votre patient. Donc, vraiment, analyser. L'exemple le plus, entre guillemets, marquant que j'ai, c'est un petit patient que j'ai récupéré un matin où l'épanchement avait été retiré, pas analysé. Et donc, le diagnostic n'avait pas été posé, et c'était finalement un pyothorax. Et donc, l'animal était arrivé 12 heures plus tôt. Et finalement, tout ce qui va être fluidothérapie, antibiothérapie et discussion de pyothorax avec les propriétaires a lieu 12 heures plus tard. C'est dommage parce que ça, c'est quelque chose qui est très facile à diagnostiquer et pour lequel vous pouvez mettre en place une thérapie adaptée immédiatement. Donc, vraiment, vraiment, analyser vos épanchements, c'est ultra important. Voilà, c'est tout.
C'est beaucoup de rappels en fait de conférences dont on a déjà parlé. Il y a une conférence qui a été faite sur les piothorax complètes, les piothorax du chat notamment, qu'on pourra éventuellement refaire dans le futur pour ceux qui étaient absents, qui est disponible en rediffusion. On a déjà beaucoup aussi parlé des épanchements dans la prise en charge des épanchements abdominaux. Donc c'est beaucoup de rappels, mais c'est extrêmement important. Ce qui va suivre, parce que j'ai pas encore eu le temps de le faire, c'est un tableau sous forme de PDF que je vais pouvoir vous envoyer, que vous pouvez ou garder dans vos notes ou si vous êtes à domicile ou qu'on va éventuellement afficher dans les cliniques pour aider vraiment un petit peu une aide au diagnostic dans les cas d'épanchement. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Juste pour le DOM, moi, un truc que je faisais souvent sur les épanchements, pas que à DOM d'ailleurs aussi quand j'étais en rural, le mettre sur une Mhm. bandelette urinaire avec le liquide d'épanchement, ça vous donne des informations aussi. Quand le liquide d'épanchement est pas trop coloré lui-même. Voilà. Oui, tu peux mettre en place une perfusion. Alors, c'est toujours délicat parce que il faut que tu fasses vraiment attention à pas surcharger davantage ton patient. C'est des choses qu'on n'a ni pour le moment à domicile ni en clinique, mais il existe de la saline 0,45% qui va avoir l'avantage d'un petit peu moins surcharger ton patient que j'utilisais beaucoup avant sur mes animaux cardiaques. Donc, je les mettais sur ce qu'on appelle ça de la demi-saline. Je les mettais sous demi-saline et généralement, je vais vraiment jamais dépasser une fois mes besoins. Donc, c'est vraiment des perfs qu'il faut mettre à très bas débit et vraiment faire attention hein, de ne pas surcharger davantage tes patients. Mais oui, si ton animal est déshydraté ou qu'il y a une insuffisance rénale concomitante, c'est toujours un petit peu Alors, les animaux cardio-rénaux, c'est toujours un petit peu embêtant parce que du cœur ou du rein ou des reins va aggraver ton patient le plus rapidement possible. Et que oui, ces animaux-là ont besoin de perf, mais fais vraiment attention. Et je te dirais même qu'à ce moment-là, l'auscultation très fréquente de ton patient va être hyper importante. Si par exemple, tu as un petit chat qui n'a pas nécessairement de signe de galop à l'admission, qui a un épanchement, que tu donnes des diurétiques, qui est déshydraté, tu donnes aussi de la perfusion. Si vraiment tu trouves que ton épanchement s'améliore pas, qu'il y a un bruit de galop qui apparaît ou autre, c'est peut-être que bah, tu es plutôt en train de le surcharger. Donc, c'est très important d'avoir un suivi très rapproché de ces petits patients-là et de les garder bien à l'œil. Mais oui, tu peux mettre en place une perfusion, évidemment. Mais encore une fois, à des petits débits, on évite de donner des trop grands débits. Si j'en ai pas tout à fait parlé pour les hémothorax avec les thoracosynthèses, en effet, en fait, il y a un petit peu, je te dirais que généralement, ce qui va m'aider, c'est la clinique de mon patient. Si mon patient a une dyspnée que je juge tolérable, alors on a tous, enfin, c'est très subjectif ce que je vais dire parce qu'on a tous un petit peu une, une façon de juger une dyspnée tolérable ou non. Mais si je juge que la dyspnée de mon patient est tolérable, et c'est surtout là, pour le coup, je vais m'aider en clinique, c'est un petit peu plus facile, mais notamment par exemple de la saturation en oxygène de mon patient. C'est-à-dire que si il sature supérieur à 95%, même si c'est avec de l'oxygène, c'est OK, c'est une saturation où j'accepte. Il a besoin d'oxygène, mais c'est OK. Sa dyspnée, elle est là, mais elle n'est pas trop intense. Je ne vais pas le ponctionner. Parce que, en effet, tu vas avoir trop de risques de causer des saignements plus importants. Si tu ponctionnes et que tu as un petit peu trop caudal au niveau de ta côte, que tu tapes dans un vaisseau, que ton patient est intoxiqué et hypocoagulable, tu peux vraiment aggraver un saignement. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à laisser leur épanchement si l'épanchement n'est pas trop sévère. Si par contre mon animal est franchement dyspnéique, que c'est une piscine qui compromet vraiment la survie de mon patient, qu'il est incapable de saturer au-dessus de 90% avec de l'oxygène, je vais peut-être tenter la ponction. Mais je suis d'accord avec toi que oui, il y a vraiment un risque sur les animaux intoxiqués au rodenticide avec nos ponctions, donc il faut faire attention. Plus souvent qu'autrement, je tolère la présence d'épanchements et souvent je ne les ponctionne pas. Parce qu'en effet, ça peut aggraver. Et pour les vieux chats, alors ben oui, moi je le propose toujours. Après, ça dépend un petit peu des attentes des patients. C'est vrai que quand tu as un vieux chat, ben, tu vas dire, bon, est-ce que c'est cardiaque ou est-ce que c'est néoplasique?
Je propose toujours parce que si c'est cardiaque, honnêtement, ton animal, généralement, on considère qu'un chat, après un épisode de décompensation cardiaque, a une espérance de vie, selon les études, de 10 à 12 mois. C'est une moyenne. Donc, tu as des animaux qui vont mourir au bout de 3 semaines, mais des animaux qui vont vivre 1 an et demi, 2 ans avec un traitement. Donc, même si c'est un vieil animal, si les propriétaires derrière sont prêts à faire une médication à vie, ça vaut vraiment le coup. À la rigueur, au moins la première étape de drainer en tout cas moi je propose toujours de prélever l'épanchement parce que je dis toujours aux gens, sans avoir prélevé mon épanchement, je suis incapable de vous donner un diagnostic et du coup un pronostic. Tout va dépendre de l'analyse de mon épanchement. Donc je draine mon épanchement, je l'analyse. Si c'est cardiaque, je trouve que ça vaut toujours le coup de les traiter. Toujours rester prudent parce qu'en effet, à partir du moment où on a une décompensation cardiaque, ben, tu peux pas assurer, tu peux pas garantir qu'avec des traitements, ton animal va passer au travers de cette crise aiguë. Donc toujours rester prudent dans ton discours. Mais si les propriétaires sont prêts à traiter leur animal derrière, moi je trouve que ça vaut vraiment le coup de les traiter et de les référer en échocardio ensuite pour adapter le traitement. Si c'est néoplasique, là c'est un peu plus compliqué. J'avoue que si je draine mon épanchement, que j'ai des cellules anormales au frottis, qu'éventuellement je fais une radio post-thoracosynthèse, que je vois une masse, là c'est un peu plus compliqué. Donc j'offre toujours les deux choix aux propriétaires. Je leur dis, bon, j'ai pas de diagnostic de certitude parce qu'il faudrait éventuellement analyser le liquide en cyto avec des spécialistes pour être sûr hors de tout doute que c'est une tumeur, mais il y a quand même beaucoup d'éléments en faveur. Donc, soit on draine l'épanchement et on voit un petit peu à quelle vitesse ça récidive, mais il faudrait que les propriétaires soient très très vigilants au niveau de la réapparition de signes respiratoires à la maison, mais parfois ils ont juste besoin d'un petit peu de temps parce qu'ils sont pas prêts, ils sont vraiment pas prêts à une euthanasie tout de suite, ils venaient pas dans cette optique-là et pour eux c'est quand même un coup de massue quand tu leur annonces que leur animal a une tumeur. Moi je leur dis souvent que ça vaut la peine de les garder hospitalisés la nuit, de drainer l'épanchement, de voir un petit peu si ça récidive ou non, parce que si ça leur offre quelques jours à la maison, pour se préparer à, bah, ça vaut toujours le coup. Et si à côté de ça, par contre, tu as des propriétaires qui sont ultra motivés, bon, bah là, tu les réfères et éventuellement chimio en fonction de la cause, si traitable, quoi. Mais oui, généralement, même si je pense que c'est une tumeur et que mon pronostic est sombre, j'offre toujours toute la prise en charge complète parce que parfois, juste avoir 3-4 jours de plus à la maison, ça vaut le coup. Je te dirais que c'est un peu pareil avec les épanchements péricardiques des vieux chiens. Si en plus de ça, à ton écho, tu vois une masse sur ton oreille droite, tu dis, bon, c'est un hémangiosarque, c'est quand même un pronostic très sombre. Mais parfois, les propriétaires ont juste besoin que tu draines pour qu'ils puissent se préparer et qu'ils puissent passer 24-48 heures supplémentaires à la maison avec leur animal. Donc, ouais, même si pour moi, c'est un pronostic sombre, j'offre toujours toute la prise en charge. Bah, de toute manière, professionnellement, on est obligé, Oui, déontologiquement, de poser toute la prise en charge. Et après, ah, c'est leur choix. Tu vois, il y en exactement. a leur choix, c'est autre chose. Mais vous pouvez dire que le pronostic est mauvais, que le pronostic est sombre, qu'il y a peu de chance, etc. Mais ça doit rester leur choix. Donc, professionnellement, déontologiquement, on se doit de toujours, toujours donner toutes les solutions qui existent. Et en règle générale, pour compléter ce que dit Julie d'une manière même supplémentaire, en règle générale, dans ton discours, les propriétaires ne doivent pas sentir une prise de position. Je suis d'accord que parfois, quand vraiment on a de l'acharnement thérapeutique, là oui, on peut éventuellement enfin, voilà, leur faire comprendre que ce n'est pas c'est de l'acharnement thérapeutique, mais encore une fois, on a tous aussi notre seuil. Mais pour le coup, dans des cas d'épanchement, tu es obligé de leur offrir toutes les options en étant le plus transparente avec les gens, répondre à leurs questions, être complètement honnête en termes de pronostics réservés, mais la décision leur revient à eux. Donc, s'ils disent oui, je veux tout faire, bah tu fais tout. S'ils disent non, je pense que j'ai pas envie, c'est OK. Mais il faut vraiment que tu sois la plus complète et transparente possible et t'as pas le droit, en théorie, de les orienter vers une décision ou une autre. Il faut aussi être complet sur ce que ça représente sur le coût financier derrière aussi. Parce que Mhm. des prises en charge, comme tu l'as dit dans la conférence, qui sont extrêmement lourdes. Donc voilà, il faut qu'ils soient au courant de ça aussi. Autre question? J'avais un petit truc que j'ai pensé quand tu as parlé des thoracosynthèses, Agathe, Mhm. euh, pour qu'ils supportent un peu mieux le fait de ponctionner, de mettre du froid avant. Le Oui, froid, ça endort un petit peu toujours. Alors, je sais pas si tu l'avais au Canada, moi je l'avais en Angleterre, et puis du coup, on la relâ de nouveau avec ceux qui font du dôme à Londres. L'Ethicalm, je sais pas si tu vois ce que c'est. non. Un petit spray qu'ils mettent, qui est un petit spray hyper froid, comme les bombes de froid qu'on met un peu en sport ou des trucs comme ça, que OK. tu
ça systématiquement sur les chats pour poser les catés. Comme ça, les chats sont pas en fait. Mhm. Et il le tolère bien? Et le tolère super bien. Au contraire, bah, moi, ils veulent pas poser de caté sur des chats sans éthicalme, tu sais. Ah Bref. ouais. Je pensais que justement que de mettre un truc hyper froid, ça pouvait les faire sauter au plafond, les chats d'un coup, c'est de les surprendre et de les... L'éthicalme, c'est un truc froid, mais pas mouillé. Je sais pas si c'est Ok, c'est un peu à base d'éther, je pense. C'est pour ça que ça s'appelle ok, ok. mais sans odeur, du coup, et qui marche très bien. Trop bien. Euh, donc, moi, j'avais retranscrit ça en mettant des poches de froid, des fois sur des animaux un peu sensibles au Mhm. piqué. Ça marche plutôt bien. Ouais, 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 c'est vrai que c'est un bon tips. Donc, voilà, petit tips. Parfait. Bon, si encore une fois, comme d'habitude, si vous avez des questions après coup, je suis très disponible, que ce soit par mail ou sur WhatsApp, donc n'hésitez pas. Et quoi d'autre? Bah voilà, la semaine prochaine, on continue la respi avec les intoxications à la fumée chez nos animaux de compagnie. Et ben super. Bah, du coup, Bon après-midi tout le monde. salut, salut. Ciao.